Je voudrais qu'on revienne sur une information des dernières heures, peut-être un nouveau soutien de poids aux forces ukrainiennes. Le milliardaire américain Eric Schmidt, c'est l'ancien patron de Google, il a promis de livrer à Kiev de nouvelles armes, des centaines de milliers de drones intercepteurs qui pourraient être opérationnels sur le front dès cette fin d'année. Bon, général, déjà, des drones intercepteurs, expliquons ce que c'est. Ça permettrait d'établir une sorte de bouclier contre les drones russes ennemis, c'est ça? Tout à fait, et puis à un coût raisonnable. Puisque aujourd'hui le problème c'est d'avoir l'arme bon marché face à une arme de l'adversaire aussi bon marché, et surtout maintenant de répondre à la masse, parce qu'aujourd'hui à 400-500 drones par nuit, ça fait quand même beaucoup, et on voit bien qu'il n'y a pas une capacité à 100% d'intercepter ces drones. Donc on est bien dans je dirais pas un dôme de fer, c'est pas le bon terme, mais la protection aérienne contre les drones. Et puis c'est vrai que cette notion d'interception, c'est ce qui a déjà été développé déjà depuis plusieurs semaines, sur plusieurs mois on en parle, serait la réponse effectivement à ces masses de drones. Parce qu'on n'est plus à quelques drones comme au début de la guerre, on est à des centaines, sinon bientôt à des milliers à chaque fois. Donc que faire? Et c'est pas l'être humain, avec l'armement dont il dispose aujourd'hui, qui pourra tout traiter. Ce qui veut dire en gros, il faut mettre aussi un système de drones à la fois, donc d'intercepteurs, mais aussi de l'intelligence artificielle derrière, d'où peut-être l'intérêt du promoteur de cette grande avancée de quelques 100 000 drones et quelques. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va être aussi mise dans la bataille. Mais on peut quand même soulever la question, c'est que on voit le privé, entre guillemets, rentrer dans la guerre. Quand on exporte de l'armement d'un État à un autre, il y a une décision gouvernementale pour autoriser tel ou tel entrepreneur d'apporter cette aide, parce que ça rentre dans la prérogative des États. Donc là, comme Elon Musk, il y a 2 ans et demi, on a aussi finalement un blanc-seing donné à un autre chef d'entreprise. Ça veut dire que Donald Trump ne dit rien. Il laisse faire. Donc un levier serait peut-être celui-ci. Laissons les entreprises privées américaines bien entendu, intervenir dans le conflit. Laissons-les justement intervenir en termes de production. Rappelons-nous quand même que la Deuxième Guerre mondiale, c'est surtout la capacité industrielle des États-Unis qui lui a permis de gagner. Il y avait 1 ou 2 destroyers presque par jour qui sortaient du côté américain, tellement l'industrie s'était mise en ordre de bataille. Donc effectivement, c'est fait rentrer le privé dans la guerre. Et puis en même temps, c'est une rentabilisation de l'outil industriel américain. Donc c'est gagnant sur tous les tableaux. Donald Trump ne dit rien, il laisse faire. Les entreprises vendent et s'enrichissent. Elles peuvent s'infiltrer, je dirais, dans le système géopolitique américain. Mais la question qui se pose, à quel moment un État doit laisser la main à des entreprises pour aller dans une guerre menée avec un État étranger? Est-ce qu'il y a un levier là pour Donald Trump de laisser les entreprises privées et des milliardaires fournir de l'aide à l'Ukraine? Oui, il y a aussi un intérêt du côté américain. Et on l'a vu lors de la dernière visite de Keith Kellogg à Kiev, qui avait effectivement une volonté du côté américain aussi d'avoir un échange technologique avec l'Ukraine sur les drones. Je pense que beaucoup d'entreprises, d'industriels et de responsables politiques et militaires occidentaux, qu'ils soient européens ou américains, ont pris conscience que les Ukrainiens avaient une avance considérable dans la fabrication de drones. Là où les Ukrainiens ont certainement besoin d'appui, il y a effectivement l'intelligence artificielle, mais il y a également la production militaire. Et là, les Américains ne sont pas les seuls. Ne sont pas les seuls à vouloir appuyer le soutien industriel militaire à Kiev. Il y a des déclarations aussi de la France, par exemple, qui vont dans ce sens. Avec le ministre des Armées ou le ministre des Affaires étrangères qui l'a rappelé à Kiev dernièrement, il y a une volonté... je crois qu'on peut citer la marque, de faire de Renault un des partenaires industriels et du soutien militaire industriel à l'Ukraine directement sur le sol ukrainien. C'est-à-dire que Renault investirait dans des entreprises de fabrication de drones directement sur le sol ukrainien. Il y a une question, c'est la temporalité. Est-ce qu'aujourd'hui, les Ukrainiens peuvent attendre effectivement que toute cette chaîne se mette en place? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit la cadence de production russe et lorsqu'on voit le nombre de drones russes qui saturent les défenses anti-aériennes ukrainiennes, il y a aussi cette question de temporalité. On sait que l'industrie ukrainienne est performante, efficace et grande, mais elle a besoin rapidement de soutien. Donc cette question et ces effets d'annonce doivent s'inscrire aussi dans des buts à court
ou à moyen terme, au maximum. Si ces lignes de production mettent 2-3 ans à véritablement s'installer, ce sera peut-être trop tard pour l'Ukraine. Alors concernant les drones de l'ancien patron de Google, il dit voilà, nous on espère qu'ils soient opérationnels sur le front dès cette fin d'année. Il y a d'ailleurs des tests qui sont menés en ce moment même. Général, concrètement, on teste quoi face à ces drones intercepteurs? C'est leur précision, c'est comment ils sont capables d'agir de jour, mais aussi peut-être de nuit, parce qu'il y a des attaques de drones russes la nuit. Vraisemblablement, c'est d'abord être capable d'identifier la cible, savoir la détruire, par quels moyens. Ça veut dire aussi ce que je disais tout à l'heure sur l'intelligence artificielle qui va gérer un petit peu l'espace aérien pour identifier, c'est-à-dire un drone intercepteur contre un drone et pas contre n'importe quel drone. C'est aussi le ciblage qui va se mettre en place. Ouais. Maintenant, moi je reprends surtout le calendrier et on revient sur la notion de calendrier. Fin de l'année, nous sommes juillet, 5 à 6 mois. Avec toutes les indications qu'on a sur les rencontres diplomatiques, l'état des combats sur le terrain, les avances sur les industriels, enfin les annonces sur les industriels qui vont se mettre en place. La question est-ce que la guerre va s'arrêter dans les semaines qui viennent pour une raison X ou Y, ou alors on est parti pour une guerre qui va durer 1, 2 ou 3 ans? Parce que tout ce qu'on entend aujourd'hui, c'est la guerre à long terme, c'est pas la guerre à court terme, c'est pas une guerre qui va s'arrêter. D'un côté, on voit bien que le président ukrainien a intérêt à ce que ça s'arrête maintenant, parce que la situation est difficile sur le terrain. La question est de savoir, est-ce que l'armée ukrainienne va tenir jusqu'à la fin de l'année pour permettre à ce qui est annoncé d'arriver, ou alors on est effectivement parti en Europe pour une guerre de très long terme, 1, 2 ou 3 ans. C'est ça la question. Et alors, est-ce qu'on va financer tout ce qu'il faudra financer? Parce que la guerre coûte cher. Si c'est pour acheter américain en particulier, même si c'est fabriqué en Ukraine, il y a un moment, les questions financières vont peut-être se poser, malgré le plan REARM 2030 lancé par l'Union européenne. Donc on a beaucoup de problématiques sur lesquelles on a peu d'informations. Oui, il y a un débat technologique, la guerre est source d'innovation. Là, il y a encore une nouvelle innovation, jusqu'à la contre-innovation qui pourra arriver à un moment ou à un autre du côté russe, mais peu importe. Et puis un dernier point, les drones, c'est bien. Les drones, c'est comme de l'artillerie, en quelque sorte. La question, on ne gagne pas une guerre avec des drones. On gagne une guerre avec des soldats sur le terrain. Et la question qui va se poser, quelles sont les ressources humaines disponibles de part et d'autre pour occuper le terrain et finalement affirmer son autorité sur une partie du territoire. Et ça, je crois que c'est un autre souci dont on ne parle pas. L'administration ukrainienne a aussi compris que ce serait dans cette logique transactionnelle qu'elle parviendrait à garder le soutien américain. Mais il n'y a pas que les Américains. C'est-à-dire qu'on voit aussi de plus en plus les Européens s'inscrire dans cette logique. Et depuis plusieurs mois, même depuis plusieurs années, il y a aussi des entreprises européennes qui vont sur le sol ukrainien pour tester leurs drones. Mais il y a une question aujourd'hui devant ce besoin de massification en termes de drones face à la recrudescence énorme de drones russes dans le ciel ukrainien. Il y a un sujet industriel. Il y a effectivement ce sujet que mentionne Google de rendre beaucoup plus performants les drones avec de l'intelligence artificielle. Mais le dossier industriel, le dossier de capacité de production d'un certain nombre de drones, c'est ce qui va permettre véritablement à l'Ukraine de se défendre. Elle a besoin de milliers de drones. Et donc ça, effectivement, c'est aussi une demande des Ukrainiens aux Européens. Et on voit qu'effectivement, par exemple, la France, avec des annonces de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, ou Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, vont dans ce sens en désignant, pourquoi pas Renault, comme entreprise capable de produire des drones directement sur le sol ukrainien. Mais il faut aussi sortir à chaque fois de chaque sujet, chaque arme qui peut aider l'Ukraine. C'est un ensemble qui aidera l'Ukraine. On parlait des patriotes il y a quelques semaines, désormais c'est les drones. Il y a une chose que Volodymyr Zelensky a dit il y a quelques jours et qui va être cruciale, vitale pour les Ukrainiens, c'est l'aide financière des Européens à l'Ukraine, aussi pour payer une partie des soldes des soldats. Il nous reste une minute, Renaud, pour rebondir sur ce que nous dit Arthur, notamment sur le rôle de la France, de Renault. Oui, et tout ça montre que pendant des décennies, mis à part la France, les capacités de production en armement et l'industrie armement européenne a été beaucoup trop faible. Nous avons été pendant des années sur le dividende de la paix. Aujourd'hui, l'Allemagne met des centaines de millions d'euros
pour construire enfin une armée. La France fait ce qu'elle peut, mais elle a 3 000 milliards de dettes. Donc le budget militaire augmente, mais il augmente de façon trop faible par rapport aux besoins. Et deuxièmement, même en France, lorsque vous interrogez des dirigeants de groupes d'industrie de défense, ils disent oui, on veut bien produire, mais on veut produire que si on a la certitude d'avoir des commandes payées, je dis bien payées, sur 5 à 10 ans. Parce que mettre en place de nouvelles chaînes de production, ça coûte une fortune. Donc on est comme chez le notaire, tant que c'est pas signé, eh bien ils n'ont pas confiance. Donc on paye le retard en industrie de défense en Europe. C'est la dernière déclaration choc de Donald Trump. Le président américain donne à Vladimir Poutine 10 à 12 jours pour arrêter la guerre en Ukraine sous peine de sanctions sévères. Écoutez le président américain. Nous pensions avoir réglé cela de nombreuses fois et puis le président Poutine sort et commence à lancer des roquettes sur une ville comme Kiev. Il tue beaucoup de gens dans une maison de retraite par exemple. Vous avez des corps étendus partout dans la rue. Et je pense que ce n'est pas la bonne façon de faire. Je suis très déçu. Je suis déçu par le président Poutine, très déçu de lui. C'est pour cela que je vais réduire ces 50 jours que je lui ai donnés à un nombre beaucoup plus inférieur. Parce que je pense que je connais déjà la réponse à ce qui va se passer. Voilà, effectivement, il avait donné 50 jours à Vladimir Poutine, le 14 juillet, pour arrêter cette guerre. Pourquoi ce coup de pression maintenant? Pourquoi il perd patience? Pourquoi il s'agace, le président américain? Parce que Vladimir Poutine et le Kremlin ne prennent pas la main que leur a tendue Trump depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier-février. C'est-à-dire que Donald Trump était prêt à de larges concessions pour que la Fédération de Russie arrête cette guerre d'agression contre l'Ukraine. Le président américain était prêt à lui donner effectivement la Crimée, mais que la Russie avait déjà avant son invasion de 2022, mais aussi les oblasts du Donbass. Il était prêt à même négocier sur une possible démilitarisation de l'Ukraine et également à remettre en cause le régime démocratique ukrainien, le régime de Volodymyr Zelensky, dont Donald Trump contestait même la légitimité démocratique. Et cette nouvelle administration Trump s'attendait effectivement, en partie influencée depuis des années par le Kremlin, à ce que les Russes saisissent cette main des Américains. Ils ne l'ont pas saisie. Et ce que voient assez aisément les Américains, que ce soit à la télé ou que ce soit en termes statistiques, c'est que les bombardements de drones et de missiles n'ont jamais été aussi élevés depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche. Appel après appel, les nombres de frappes sur l'Ukraine s'intensifient. Et ça, les Américains le remarquent. Donc oui, on a affaire effectivement à un président américain qui se sent humilié par le dictateur du Kremlin. Alors, vous avez évoqué la Crimée. La ministre des Affaires étrangères autrichienne, dans une interview, affirme que Trump, effectivement, a proposé la Crimée et certaines parties de l'Est de l'Ukraine au président russe, mais que Poutine, lui, il a décidé de continuer sa guerre. Écoutez à ce propos le président Trump. Voilà, le président Trump qui effectivement a dit que plusieurs fois il avait fait ce type de proposition. C'est la raison de son énervement général ? Oui, mais bon, d'abord, je voudrais quand même rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est quand même, c'est pas aux Américains de dire aux Ukrainiens ce qu'ils doivent accepter ou ne pas accepter. Et c'est un peu ce qui transparaissait quand même. Donc à un moment donné, c'est bien qu'on soit la première puissance mondiale, mais que les États-Unis soient des intermédiaires, oui, des facilitateurs, oui, mais il y a quand même théoriquement au moins 2 belligérants et un troisième larron. Donc les 2 belligérants, ils doivent parler entre eux. Et après, le facilitateur ne propose pas. Donc déjà, c'est un premier point. Deuxième point, il est certain que le problème, c'est que Vladimir Poutine s'est peut-être lui aussi enferré dans un sujet, dans la mesure où il a annexé très rapidement 4 oblasts, alors je ne parle pas de la Crimée, des 4 oblasts, dans leurs frontières administratives, et que quand on voit les buts de guerre, ce qui se passe sur le terrain, on voit bien qu'il ne veut pas remettre en cause, finalement, ces provinces dans leur totalité, alors qu'il ne les possède pas totalement. Donc lui-même, il le met dans la Constitution. Donc, finalement, comme c'est un légaliste, d'une certaine manière, il s'est lui-même enferré dans un système où là, en fait, Trump, ce qu'il proposait, si on se réfère à ce qu'il a dit, pouvait marcher. C'est-à-dire, oui, on accepte, entre guillemets, à condition que les Ukrainiens soient d'accord, je le répète, que ce qui est occupé reste
aux Russes, et ce qui n'est pas occupé reste aux Ukrainiens. Voilà. Mais bon, c'est pas ce qui s'est passé. Donc je crois qu'à un moment donné, c'est bien de jouer les intermédiaires, c'est bien d'essayer de faire pression. Et pour l'instant, il y a 2 belligérants. Les 2 belligérants ont d'abord intérêt à se mettre d'accord, mais à la date d'aujourd'hui, ni l'un ni l'autre ne veulent évoluer. Chacun a ses buts de guerre ou ses buts de paix sur le côté où on se met. Trump finit par mettre un petit peu finalement de trouble dans le dispositif, avec des déclarations qui vont dans un sens, qui vont dans l'autre. Et aujourd'hui, il est certain qu'en plus de son ego qu'il faut traiter, et il faut caresser le Trump dans le sens du poil, on fait attention à ce que l'on dit, parce que ce qui est arrivé au président Zelensky, ça c'est quand même une lourde affaire qui s'est passée quand il a été mal accueilli à Washington. Et puis maintenant, Vladimir Poutine, on le disait tout à l'heure, c'est quand même Vladimir Poutine, quelqu'un qui d'ailleurs ne dit rien, puisque finalement il ne s'est pas engagé, alors que Trump s'est engagé. Et là, il y a un problème. Donc, celui qui a les cartes actuellement, ce n'est pas Donald Trump, à mon avis, au moins jusque dans 10-12 jours, si jamais il trouve des bons leviers de pression sur Vladimir Poutine. Alors, on va effectivement parler des leviers dans un instant, mais on a retrouvé Trump, alors on va l'écouter. À 3 occasions, nous avons cru que nous allions obtenir un cessez-le-feu et peut-être réussir à faire ce qu'il faut pour en finir. Et tout à coup, des missiles volent au-dessus de Kiev. Alors j'ai dit, que se passe-t-il? Pourquoi il fait ça? Je lui ai parlé il y a 3-4 heures et c'est comme s'il n'y avait plus rien après ça. Alors j'ai dit, laissons tomber. Je ne referai plus ça. Vous savez, c'est arrivé à trop d'occasions et je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Marianne Babiche, quel regard vous portez sur ce coup de pression de Trump? Enfin, Trump est déçu. C'est une bonne nouvelle. Après, le fait qu'il a raccourci les 50 jours à 36, c'est aussi une bonne nouvelle. Après, malheureusement, c'est pas une annonce choc et c'est pas quelque chose qu'on salue vraiment en Ukraine, parce que quand même, il donne encore un délai en plus, 10-12 jours de tir, des morts peut-être. Et c'est ce qu'on critique aussi en Ukraine, parce que en ces 6 mois qu'on attendait de la part de Trump d'avoir vraiment exprimé plus la force vis-à-vis de Vladimir Poutine, on l'attend que maintenant. Et en ces 6 mois, on a perdu énormément de gens, énormément de militaires, énormément de civils. Et il y a énormément de frappes. Je ne parle même pas des destructions qui ont causé. Je parle surtout des gens, des civils, des personnes qui souffrent, et aussi des victimes même psychologiques, parce que les attaques sont vraiment très très fréquentes actuellement en Ukraine. Donc oui, on peut va dire voir d'ailleurs qu'il était en quelque sorte même complice. Je propose, Marianne, de regarder les images des dernières heures du côté de Zaporijjia, parce que quelques heures après ce nouvel ultimatum de Trump, les Russes ont bombardé une prison à Zaporijjia, mais il y a aussi des maisons des environs qui ont été détruites. Il y a au moins 17 morts, il y a aussi plusieurs dizaines de 42 blessés. De blessés. C'est aussi un message, ça, Renaud Pilat, c'est-à-dire qu'on a Trump qui donne un ultimatum à Poutine, et puis dans la foulée, sur le terrain, rien ne change. Rien ne change, ça s'empire même. Ouais. La réponse à l'ultimatum de Trump, c'est une réponse de brute. 17 morts, 42 blessés, je crois que c'est le plus lourd bilan depuis début juillet, où un jour sur 3, vous avez 300, 400, 500 drones. On est passé il y a un an de 15-20 drones par nuit à x10, x20. Donc je crois que Poutine se moque totalement des déclarations de Donald Trump. Poutine se sent renforcé, il a le temps, il a une armée certes qui souffre, mais la valeur de la vie pour lui ne compte pas, et c'est une tradition russe. Donc il continue. Il veut les 4 oblasts, il veut une neutralisation, c'est-à-dire une démilitarisation de l'Ukraine, et je pense qu'il ne cédera pas d'1 centimètre. Deuxième point, maintenant, c'est à Donald Trump, pardonnez-moi l'expression, de se débrouiller pour avoir une action vis-à-vis de Poutine. Donald Trump, comme ça a été dit, au début a été extrêmement sévère et extrêmement autoritaire avec Zelensky, quitte à le ridiculiser dans son bureau à la Maison-Blanche, enfin en tout cas dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Et là, il essaye depuis 3 semaines, 1 mois de faire pression sur Poutine. Mais qu'il montre ce qu'il peut faire, qu'il se débrouille,
qu'il se débrouille. Sinon, il passera pour vraiment un faible vis-à-vis des États-Unis, des Américains, et surtout vis-à-vis de la Chine. Vous imaginez s'il n'arrive pas à faire plier, en tout cas à ralentir Poutine. Mais les Chinois vont dire, mais Trump, c'est un faible. Dernier point, qu'est-ce qu'il peut faire? Les sanctions secondaires, avec interdire notamment à l'Inde et à la Chine de commercer avec la Russie, notamment sur le pétrole. Sinon, il y aura des sanctions très importantes. Et puis deuxièmement, eh bien, pourquoi pas des missiles à longue portée? Pourquoi pas aider les Ukrainiens, même si ça continue, ça poursuivra la guerre. Mais encore une fois, il doit trouver une solution. C'est son problème maintenant. Alors effectivement, Trump parle de sanctions sévères. Il dit si dans 10 à 12 jours Poutine n'obéit pas, s'il n'arrête pas cette guerre, il y aura des sanctions sévères. Donc je voudrais qu'on explique un peu plus ce point relevé par Renaud. Quand on parle de sanctions sévères, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on sait? Je regarde Renaud, parce que les sanctions sévères, on a du mal à les discerner. On parle surtout de sanctions secondaires. En fait, c'est mettre des droits de douane en particulier. C'est ce qui a été proposé par le sénateur Graham à l'encontre de la Chine et de l'Inde jusqu'à 500%. On serait passé à 100% maintenant. Bon, maintenant. Avec l'objectif d'asphyxier économiquement la Russie. Oui, voilà. Alors pour l'instant, très honnêtement, on voit bien que les sanctions, même si elles entravent l'action sans doute de la Russie, elles ne l'empêchent pas. Donc, qu'est-ce que ça va changer? Alors, effectivement, est-ce que la Chine va être complaisante? Est-ce qu'elle va accepter? J'ai quelques doutes quand même. C'est quand même la deuxième puissance mondiale, et elle est en rivalité, au moins économique, sinon géopolitique, avec les États-Unis. Donc, elle n'a pas intérêt à céder, à moins qu'il y ait un autre deal. L'Inde serait peut-être un État plus sensible, parce qu'il a une plus grande dépendance peut-être, notamment avec le pétrole, puisque on sait bien que l'Inde raffine du pétrole qu'elle revend aux Européens. Bon, d'un autre côté, on pourrait dire que les Européens n'ont peut-être pas intérêt à acheter du pétrole transformé en diesel en Inde, voilà, bon, par exemple. Donc on a peut-être une part de responsabilité aussi. Mais globalement, moi j'ai pas le sentiment que ces effets d'annonce qu'on a depuis plusieurs jours sur des sanctions aggravées aient du sens à la date d'aujourd'hui. On n'a rien de très concret. On n'a rien de très concret. Et moi, j'aurais espéré ou souhaité entendre que si on dit à la Russie, de la part des États-Unis, vous avez 10 à 12 jours pour vous soumettre, alors que ça fait des semaines quand même qu'on voit la montée en pression du côté américain, une liste éventuellement de sanctions très précises et non pas de sanctions qu'on doit deviner. Nous sommes dans la devinette de la sanction. Et qu'est-ce qui pourrait faire bouger Poutine, Arthur? Quelque chose dont se refuse Donald Trump, c'est-à-dire livrer directement des armes à l'Ukraine. Directement. C'est-à-dire que Donald Trump s'est enfermé en réalité également dans une impasse, et le Kremlin en a pleinement conscience, lorsque pendant sa campagne, il disait que les États-Unis et les Américains ne paieraient plus pour le soutien militaire à l'Ukraine. Et que si les Ukrainiens et les Européens voulaient continuer cette guerre de résistance face à l'invasion russe, ce serait aux Ukrainiens et aux Européens de payer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les Européens sont en capacité de payer pour le soutien militaire à l'Ukraine ? C'est une vraie question. Comment peuvent-ils aujourd'hui assumer leur propre réarmement, leur propre montée en puissance dans le domaine militaire et donner un soutien financier considérable au soutien militaire à l'Ukraine? C'est une vraie question. Le Kremlin en a conscience. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui aussi dans l'appareil d'État américain, c'est une vraie lutte entre les MAGA et ce qui reste d'un héritage néoconservateur américain. Et on voit effectivement que les MAGA sont en train de perdre de plus en plus d'influence, en tout cas sur le dossier russe. Parce que c'est eux qui sont responsables de ce narratif que les Américains et les États-Unis ne doivent plus payer directement pour la sécurité des Européens et des Ukrainiens. Et Trump est en train d'être balancé entre ces différentes influences au sein de sa propre administration. Donc aujourd'hui, la vraie carte en main qu'a Donald Trump pour mettre la pression sur le Kremlin, c'est l'accroissement du soutien militaire à l'Ukraine, directement et à court terme. À court terme, parce que lorsqu'il parle par exemple de livraison de batteries patriotes à l'Ukraine et qu'on se rend compte qu'elle n'arriverait pas certainement avant le printemps 2026, ça le Kremlin l'entend très bien. Qu'est-ce qui peut encourager aujourd'hui le Kremlin à aller à la table des négociations? Même question pour vous Marianne, qu'est-ce qui peut faire vraiment bouger Trump?
Je suis totalement d'accord que c'est surtout le soutien militaire de l'Ukraine qui fait montrer de la part des États-Unis qu'ils sont avec l'Ukraine. Et ça peut faire peur à la Russie, ça peut l'arrêter vraiment, Vladimir Poutine, je l'espère. C'est justement non seulement pour que l'Ukraine puisse se défendre, mais qu'elle puisse aussi se reconquérir les territoires. Et Poutine ne veut pas s'arrêter juste sur la Crimée et les 4 régions qu'ils annoncent occupées. D'ailleurs, justement, il y a la ville de Kherson qui n'est pas du tout occupée, le centre administratif, mais dans la propagande russe, dans les médias, ils disent qu'ils ont déjà occupé ces régions. Et justement, quand il y a l'échange des prisonniers, les prisonniers ukrainiens, après l'échange, reviennent et posent la première question: est-ce que la région de Zaporizhia est complètement prise? Est-ce que la région de Kherson est complètement occupée par les Russes? Et au final, ils arrivent en Ukraine et ils voient que non, on a tenu le front, les Ukrainiens tiennent le front quand même, mais on a, bien sûr, l'Ukraine est dépendante d'aide militaire occidentale, d'aide militaire européenne, d'aide militaire américaine, et les Russes en sont bien sûr conscients, mais on ne sait pas non plus combien la Russie peut tenir également, et elle fait déjà appel aux armes étrangères. Il y a les drones iraniens, il y a les militaires nord-coréens, il y a aussi la Chine. On ne sait pas vraiment à 100% sa position, parce que quand même Xi Jinping a annoncé que la Russie est son allié de l'ordre mondial. C'était le 9 mai au défilé à Moscou. Donc on voit qu'il y a quand même cette alliance aussi, et on voit que Poutine ne veut pas s'arrêter du tout à ces 4 régions. Il veut vraiment l'Ukraine anéantie. C'est pour cela qu'il continue ses frappes. Donc c'est primordial pour l'Ukraine d'avoir cette aide militaire. Sinon, avec les sanctions, ça dure déjà plus de 3 ans. On n'arrive pas à arrêter la Russie.